Merci d'abord Christine, bien content d'être là aujourd'hui. Alors le titre, le sommeil dans tous ses états, au-delà, bon, j'étais pas forcément très inspiré quand elle m'a demandé un dimanche matin un titre pour le lendemain, mais je l'ai trouvé pratique ce titre parce qu'il m'a permis de faire un lien en fait entre deux domaines du sommeil très différents, mais que je voulais évoquer aujourd'hui. Donc le premier, c'est le sommeil des enfants et des adolescents, qui est, vous le verrez, quand même en mutation et qui, entre guillemets, est dans tous ses états, qui est perturbé. Et ensuite, dans un deuxième temps, un shift complet sur une thématique très différente, le sommeil REM, et ce prisme qui est en train d'émerger, qui ne voit plus le sommeil REM comme un état unique, mais comme un ensemble de sous-états, d'où de nouveaux titres. Donc voilà, juste en préambule, quelques notions élémentaires sur le sommeil, pour qu'on soit tous dans un cadre commun. Donc le sommeil, vous le savez probablement, est omniprésent dans le règne animal. On le retrouve chez les vertébrés, bien sûr chez les mammifères, chez les arthropodes et également chez la méduse. Donc ça, c'est un résultat assez récent. Donc chez la méduse, qui est quand même apparue, la méduse au niveau de l'évolution, il y a 400 à 700 millions d'années. Donc ce que ça nous apprend, c'est que le sommeil est apparu très précocement au niveau de l'évolution, et probablement en concomitance avec l'émergence des cellules nerveuses et du système nerveux. Et ensuite, une fois qu'il est apparu, l'évolution a choisi de le garder et de le complexifier avec la complexification du système nerveux. Donc ça nous dit quelque chose probablement sur son importance au quotidien. Et d'ailleurs, il y avait Rechtschaffen, qui est un grand ponte du sommeil, qui avait très bien synthétisé ce point-là, en disant que si le sommeil ne remplit pas une fonction absolument vitale, alors ce serait probablement une des plus grosses erreurs que l'évolution n'ait jamais faites. Le sommeil, c'est également des stades de sommeil, que vous connaissez aussi probablement. Donc ces stades de sommeil, selon la dernière classification, 2007, c'est 3 stades non-REM, N1, N2, N3. C'est ce qu'on appelait avant les stades de sommeil léger et profond, et un stade de sommeil REM. Et donc, vous le savez, pour identifier ces stades de sommeil, nous avons besoin d'une combinaison d'enregistrement EEG, EOG et, dans une moindre mesure, EMG. Et donc, chaque stade a ses propres caractéristiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert, on le verra notamment à Lyon, et qui, par la suite, grâce aux études de neuroimagerie, ont été confirmés et surtout ont montré que pour chaque stade de sommeil, vous avez des activités cérébrales qui sont extrêmement différentes. Donc ça, ce que ça nous apprend, c'est qu'il n'y a pas un sommeil, mais il y a des sommeils qui traduisent chacun des états extrêmement différents, ce qui suggérerait possiblement des fonctions différentes. Ces stades de sommeil, également quelque chose de très intéressant, n'apparaissent pas de manière aléatoire au cours d'une nuit, mais au contraire apparaissent selon une architecture. C'est l'architecture du sommeil. Donc c'est ce que vous voyez ici. En fait, vous voyez ici une personne qui s'est endormie vers minuit et s'est réveillée vers 6 heures. Et en fait, cette personne entre dans les différents stades de sommeil selon un pattern très particulier. D'abord les stades non-REM, puis un premier sommeil REM. On recommence un deuxième cycle, puis un troisième, puis un quatrième, avec à chaque fois des modifications, notamment au niveau des non-REM. Quand on avance dans la nuit, le N2 prend la place du N3 et le sommeil REM a tendance à s'allonger. Ça encore, ça doit nous dire quelque chose probablement sur ses fonctions. Pourquoi cette architecture? Qu'est-ce qu'elle apporte au niveau des fonctions du sommeil? Et puis, une fois qu'on a ça, on peut en extraire toute une série de paramètres. Donc le temps passé au lit, la latence d'endormissement, les éveils nocturnes. On peut du coup en sortir la durée du sommeil, qui est donc le temps passé au lit moins le temps pour s'endormir et moins les éveils nocturnes. Donc en fait, on va en sortir on va comme ça pouvoir extraire des mesures objectives de ce qu'on appelle la qualité du sommeil. Et vous le verrez d'ailleurs, définir ce que c'est qu'un sommeil de bonne qualité, c'est pas si simple que ça. Dernier élément un peu fondamental sur le sommeil, c'est son lien avec l'éveil. Et ça, vous le savez, le sommeil a un impact sur l'éveil et l'éveil a un impact sur le sommeil qui est extrêmement fort. Et ce qui est probablement illustre le mieux ces interactions, c'est les effets d'une privation de sommeil.
un sommeil insuffisant va impacter différentes sphères de l'éveil, notamment la cognition, l'attention, la mémoire, la réussite scolaire, on va le voir par la suite, la santé physique également, avec grosso modo une augmentation des risques de développer certaines pathologies, notamment diabète, hypertension, et aussi sur la sphère mentale, avec notamment des intrications très fortes entre sommeil et psychiatrie, qui vont d'ailleurs dans les deux sens. Donc voilà un peu, mais ça vous le savez également, donc ce sommeil, c'est extrêmement bien documenté, cette littérature, et son impact massif sur l'éveil. Et juste pour vous illustrer le type de résultat qui vient de cette littérature, vous avez ici un exemple d'une étude de 2005 qui fait un peu référence, qui est très simple, c'est une étude longitudinale, 20 jours, 3 groupes, un groupe qui chaque nuit pouvait dormir 8 heures, donc sommeil normalement à peu près normal, un groupe avec privation partielle de 2 heures, donc qui dormait 6 heures, et un groupe privation partielle plus forte de 4 heures, donc qui ne pouvait dormir que 4 heures par nuit. Et ce qui a été fait, c'est que chaque jour, les sujets réalisaient une petite tâche attentionnelle qui consistait en fait à appuyer sur un bouton à chaque fois que la cible sur l'écran change de couleur, de manière pseudo-aléatoire. Et ce que vous mesurez, c'est soit le temps de réaction, soit par exemple le nombre d'essais ratés. Et là, c'est ce que vous voyez sur l'axe des ordonnées. En fait, c'est le nombre d'essais ratés en fonction des jours. Ce qu'on voit, c'est que pour le groupe sommeil normal, c'est globalement relativement stable. En revanche, pour les autres groupes, il y a une dégradation progressive des performances qui est dite dose dépendante, qui est d'autant plus importante que la privation de sommeil était forte. Donc voilà un exemple vraiment très concret. Une fois qu'on a dit ça, on rentre dans le vif du sujet. Donc première partie, donc sommeil de nos enfants et de nos adolescents, donc qui est vraiment une population qui t'intéresse beaucoup. Alors la première chose qui vient quand on parle du sommeil de nos enfants et de nos adolescents, c'est mais combien de temps doivent-ils dormir? C'est souvent la première question que l'on se pose. Et il y a aujourd'hui des recommandations qui sont faites, notamment de la National Sleep Foundation, qui, vous le voyez, propose des recommandations. Ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, elles dépendent de l'âge, c'est sans surprise, avec globalement un besoin de sommeil plus faible avec l'avancée en âge. Et la deuxième chose, c'est que même pour une tranche d'âge donnée, on accepte quand même une grande variation. Il y a des besoins de sommeil qui varient grandement d'un sujet à un autre, mais quand même, si on s'intéresse par exemple aux adolescents, on est environ à 9-10 heures, avec une fourchette de 11 à 8, probablement, à peu près. Donc voilà la première question qui se pose, c'est quels sont les besoins en sommeil? Et c'est un champ d'études qui est très étudié actuellement sur donc, le sommeil et les propriétés du sommeil de nos enfants et adolescents. Et évidemment, la question qui suit, vous l'imaginez, c'est quel est le lien avec les apprentissages? Y a-t-il un lien avec les apprentissages et avec la réussite scolaire? Et là, il y a une littérature qui est en train de vraiment importante, qui est en train d'émerger. Alors, je vais juste vous en parler de quelques-unes. Je voulais déjà vous commencer par cette étude de Ising. Donc, c'est une étude 8000. Donc là, on est chez plutôt l'adolescent, préadolescent, enfin même adolescent, parce qu'on est, je crois qu'ils ont entre 15 et 17 ans. Donc, étude épidémiologique sur questionnaire. D'un côté, ils ont collecté donc, les propriétés du sommeil de ce groupe, et de l'autre, donc à partir de là, ils en ont extrait des propriétés, et de l'autre, ils l'ont mis en relation avec, vous le voyez ici, les performances académiques, le Grade Point Average, qui correspond grosso modo un peu aux notes du lycée. Et donc, ce que l'on voit dans cette étude, très clairement, c'est une relation dose-dépendante très nette entre les propriétés du sommeil et les performances académiques. Je n'en parlerai que de deux ici. La durée du sommeil. Les adolescents qui rapportaient des durées de sommeil plus longues sont également ceux qui montrent les meilleures performances. Et l'efficacité du sommeil, qui est un autre indicateur intéressant. L'efficacité du sommeil, c'est la durée du sommeil sur le temps passé au lit. L'idée sous-jacente, c'est de dire, j'avais 8 heures d'opportunité de sommeil, est-ce que j'en dors 7h30, donc je profite bien de mon temps, ou est-ce que je dors que 5 heures? Donc c'est une autre notion qui est très intéressante, et vous le voyez, de nouveau, les étudiants qui présentaient les meilleures efficacités du sommeil étaient également ceux qui avaient les meilleures performances. Et ça marchait sur une multitude de paramètres du sommeil.
Ensuite, d'autres auteurs, et notamment Ocano, sont allés un peu plus loin et se sont inscrits dans des études plus longitudinales avec actimétrie, qui permet en fait d'évaluer les alternances veille-sommeil, et ce, donc là, sur une population de 200 étudiants du MIT qui suivaient un enseignement de chimie. Et ce qui a été montré, donc là, ce que vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est le score à ce test-là, et sur l'axe des ordonnées, la durée du sommeil, donc confirmation du résultat précédent. Et ici, très intéressant, la variabilité dans cette durée du sommeil. Encore un autre marqueur qui fait référence à la stabilité du sommeil. Est-ce qu'un sujet, d'une nuit sur l'autre, maintient un pattern relativement comparable? Et vous le voyez, ce qui montre, c'est que les sujets qui ont la plus grande stabilité du sommeil, donc qui ont les scores les plus faibles, sont également ceux, sur l'axe des ordonnées, sont également ceux qui ont les meilleures performances académiques. Donc, troisième marqueur de qualité du sommeil, d'ailleurs. Et cette notion de stabilité du sommeil est extrêmement importante et a été étudiée par d'autres auteurs qui ont vraiment essayé de dissocier durée du sommeil et stabilité du sommeil. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous voyez là. En fait, là, c'est pour un sujet donné, sur un mois de mesure. En noir, c'est les moments où c'est les périodes de sommeil, en blanc, les périodes d'éveil. Donc en fait, ça, c'est un sujet, par exemple, qui s'endort toujours à peu près vers minuit et se lève probablement vers 8 heures. Donc qui a une durée de sommeil de 8 heures et qui est constante, relativement stable. Ça, c'est la même chose, mais lui dort 6 heures. Et là, vous avez les équivalents, par contre, chez des participants qui, évidemment, eux, changent tout le temps le rythme. Lui dort également 8 heures. Par contre, il a un sommeil beaucoup plus mâché, avec des siestes et une variabilité entre la semaine et le week-end qui est énorme. Et ce qui a été remarqué dans cette étude, c'est que de nouveau, à partir de là, ils avaient sorti un index de régularité du sommeil, et rebelote, dans cette étude, corrélation entre la stabilité du sommeil, la régularité du sommeil et les performances académiques. Chez les enfants, c'est beaucoup plus difficile d'étudier ce lien, ne serait-ce que par la difficulté d'accéder à cette population. Il y a quand même quelques études qui l'ont faite, et notamment celle-ci de Touchette, qui en fait a suivi longitudinalement des enfants à 2,5, 3,5, 4, 5 et 6 ans, et à 6 ans a fait un test de vocabulaire. Simplement, ce que je retiendrai là, c'est que les enfants qui étaient des petits dormeurs, donc c'est ceux-là, qui pendant toute cette période étaient des petits dormeurs, c'était le groupe d'enfants qui présentait, pour lesquels la proportion d'enfants avec des performances en deçà était plus importante. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les zones grises ici représentent la proportion d'enfants qui sont en dessous des performances attendues pour leur tranche d'âge. Et donc, ce que l'on voit, c'est que quand les petits dormeurs, on a une forte proportion d'enfants avec des performances plus faibles par rapport aux longs dormeurs constants. Alors nous, récemment, on s'est également intéressé un peu à ces questions de sommeil chez les préadolescents. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est une cartographie du sommeil de nos préadolescents en 2020. Donc essayer de voir qu'est-ce qui se passe en 2020 et est-ce que ça a bougé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté les habitudes de sommeil de plus de 1100 enfants de 21 écoles de la région Rhône-Alpes et avec des questionnaires de sommeil pour les habitudes en semaine et en week-end. Donc première chose, vous avez ici la distribution des heures donc de coucher la semaine, le week-end, et de lever la semaine et le week-end. La semaine, sans surprise, tout le monde se couche plus ou moins, la majorité, entre 21h et 22h, et se lève autour de 7h pour répondre aux exigences sociales. Par contre, le week-end, tout devient beaucoup plus dispersé, que ce soit l'heure du coucher ou l'heure du lever, qui peut être même vraiment tardif pour un certain nombre d'enfants. À partir de là, on a sorti toute une série de paramètres, je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que ce que l'on voit, que ce soit l'heure du coucher, l'heure du lever, le temps passé au lit, etc., c'est qu'il y a un effet massif semaine-week-end. En d'autres termes, les propriétés du sommeil de ces enfants sont très différentes la semaine et le week-end, d'où probablement une instabilité de leur sommeil. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'entre les garçons et les filles, j'ai oublié de vous dire, là c'était vers 10-11 ans, la tranche d'âge, entre les garçons et les filles, très peu de différence, ce qui n'est pas forcément surprenant. Simplement, les filles commencent à se lever un tout petit peu plus tard le week-end. Voilà. Donc avec un léger décalage, ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui doit traduire des décours de puberté qui ne sont pas exactement au même moment entre les garçons et les filles. Ce qui est vraiment plus surprenant, c'est que
le résultat principal, c'est que nos enfants, en 2020, dorment 8h39 la semaine et 9h32 le week-end. Et si on compare avec une étude de 2010, même population, enfants, français, en 2010, ils dormaient 9h26 la semaine et 10h17 le week-end. Donc il y a peut-être des petites différences méthodologiques, mais elles ne suffisent pas à expliquer une telle différence. Et là, il n'y a que 10 ans d'intervalle. Et ça va complètement en adéquation avec les données aux États-Unis, qui ont été les premiers à faire ces suivis de génération en génération, et qui montrent qu'entre 90 et 2020, on a progressivement une chute de la durée du sommeil de nos enfants. La question suivante, évidemment, c'est est-ce qu'il y a un lien avec les performances académiques? Alors, on n'a pas l'info directe. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'attention et le climat de classe, qui sont en fait deux déterminants de la réussite scolaire. Et simplement, ce que l'on voit, c'est que l'attention perçue par les enfants à l'école, leur sentiment d'être attentif à l'école, et le climat de classe, donc l'environnement social avec leurs propres élèves, mais aussi avec leurs propres amis, mais aussi avec la prof, corrélaient positivement avec les paramètres du sommeil. Meilleur était le sommeil, meilleure était leur attention dans la classe, et meilleur était le sommeil, meilleur était leur sentiment de climat de classe, qui probablement lui-même est un des médiateurs pour expliquer les effets sur les performances académiques. C'est bon, je ne suis pas en retard. Donc, shift complet. On change complètement. Et d'ailleurs, j'en profite, parce qu'en plus j'ai mis la photo, mais étude faite avec grâce à Mathieu Pinelli et Sophie Portra, qui ont bien accepté d'ajouter des questionnaires de sommeil sur leur projet. Shift complet, on va parler du sommeil REM. Oui, il y a le sommeil encore. Et oui, tout à fait. Et j'avais envie de faire un tout petit historique qui permettait de comprendre un peu d'où venait Christine. Dans les années 50, il s'est passé quelque chose de très intéressant sur l'étude du sommeil. Il y a littéralement au même moment une équipe française et une équipe américaine qui ont découvert deux choses très différentes qui s'avèrent être la même chose. Chacun était dans son couloir, ils ont vite discuté et compris que c'était la même chose, mais c'était assez intéressant. Alors d'abord aux États-Unis, Azerensky, Kleitman, Dement ont découvert à un moment donné, dans les années 50, qu'un sujet qui dormait, à certains moments, faisait des mouvements des yeux. Donc ça les a intrigués. Et puis ils ont dit, mais quand même, ces mouvements des yeux, en plus, apparaissent de manière constante. Chez un même sujet, au cours de différentes nuits, il y a une espèce de stabilité. Il y a quelque chose de particulier, et en plus, quand on le réveille, à ce moment-là, il a tendance à rapporter des rêves. Et au même moment, en France, à Lyon, on a l'équipe de Michel Jouvet qui était neurochirurgien à la base de formation et qui du coup faisait des modèles animaux assez drastiques, puisqu'en fait, Jouvet enlevait carrément toute la partie antérieure chez le chat. Donc c'était un modèle décérébré, sans cerveau. Et la deuxième prouesse, entre guillemets, j'entends qu'au niveau éthique, ce soit particulier, mais il était capable de les maintenir en vie pendant quelques jours. Et ce qui a été remarqué, c'est que les animaux étaient ce qu'on appelle, alors je mets toujours le terme, en rigidité de décérébration, sauf à certains moments où ils se relâchaient. Donc ça les a intrigués. Ensuite, il a commencé à aller plus loin et il a commencé à faire des lésions focales du tronc cérébral pour essayer de comprendre quelle structure du tronc cérébral était à l'origine de cette atonie musculaire. Et là, il a fait une des découvertes qui, dans le domaine du sommeil, est vraiment extraordinaire. Là, vous avez un chat en sommeil REM qui bouge les yeux, qui est vraiment comme l'équipe, ce que découvrait Dement, sauf que lui, il a une lésion du tronc cérébral et voilà ce qu'il fait en sommeil REM. Donc il commence à avoir des comportements. Il réalise des comportements moteurs. Il y a eu la levée de l'atonie musculaire et il commence à réaliser des mouvements moteurs. Il appelait ça des comportements oniriques. Et en fait, d'après lui, il les a classifiés. On avait l'impression que le chat chassait, que le chat courait après une cible ou avait peur, se protégeait. Et donc ça a été vraiment une découverte majeure. Et à partir de là, Michel Jouvet a passé toute sa vie à être dans un des plus gros laboratoires français, le laboratoire INSERM 52, et avec un nom que je trouve absolument génial, onirologie moléculaire, rien que ça, un des premiers labos INSERM, et a travaillé à peu près sur tous les animaux possibles, dont les humains. Et Christine a passé plus de 12 ans. Non, alors il n'a pas travaillé sur Christine, pardon.
J'avais pas réalisé. Christine l'a assisté pendant 12 ans. Et je pense que tu dois avoir un nombre d'anecdotes. Il paraît que c'était un laboratoire, il était très haut en couleurs et beaucoup d'animaux. Enfin, c'était quelque chose, paraît-il. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Donc voilà. Alors donc il est le père donc, du sommeil REM. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que depuis quelques années, on commence à revoir ce sommeil REM, qu'on appelle donc sommeil paradoxal, ça dépend de si on est France, quelle équipe on choisit. Et là, ce qui est intéressant, vous avez un exemple de 30 secondes de sommeil REM. Et ce que vous voyez quand même, c'est qu'au niveau de l'EOG, ce n'est pas systématiquement avec des mouvements oculaires. Il y a des périodes avec mouvement oculaire, on parle de REM phasique, et des périodes sans mouvement oculaire, on parle de REM tonique. Des périodes phasiques, des périodes toniques, qui elles-mêmes, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre d'études, donc ça c'est un élément qui intéresse la communauté depuis que quelques années, et avec des études qui émergent de plus en plus, et qui montrent en fait qu'entre les états phasiques et toniques, l'activité cérébrale est totalement différente. Donc en fait, le sommeil REM n'est absolument pas homogène, mais est constitué de sous-états très différents l'un de l'autre, qui chacun, alors je vous fais juste la synthèse, le sommeil tonique serait un peu un sommeil pendant lequel il y aurait un maintien un peu de sentinelle, on traite les informations externes quand même, on ne sait jamais s'il y a une alarme, et le sommeil phasique serait des shifts vraiment vers des processus beaucoup plus internes, notamment éventuellement de régulation émotionnelle, peut-être aussi plus en lien avec le phénomène rêve, etc. Donc il y a vraiment en permanence un shift entre deux sous-états très différents. Et ce qui nous a marqué avec Célia et Pascal, c'est qu'en fait, il y a très peu de données, large cohorte, qui décrivent cette microstructure du sommeil REM en fonction de l'âge. Ne serait-ce que cette question basique, quelles sont les caractéristiques de ce sommeil et de cette microstructure et comment elle évolue avec l'âge. Donc ça, c'est une thèse réalisée par Célia Bertin et co-encadrée donc par Pascal Hoth et moi-même. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'aller chercher beaucoup de données. On n'allait pas nous-mêmes ouvrir un labo du sommeil. Donc en fait, on a pris énormément de données rétrospectives qu'on a ensuite nettoyées, entre guillemets, pour être sûr. On a enlevé tout ce qui était pathologie du sommeil, psychiatrique. Dès qu'on pouvait, on excluait ce qui pouvait être pathologique. Et ça nous a permis quand même d'obtenir 627 nuits de sommeil de 627 participants, avec une distribution, vous voyez, qui au travers de l'âge et qui entre les hommes et les femmes est plutôt... Alors déjà entre les hommes et les femmes est plutôt comparable, et avec une belle distribution entre 20 et 80 ans. Deuxième enjeu, c'est qu'on s'est retrouvé avec plus de 800 heures de sommeil, REM. Donc il était hors de question de faire à la main là il est en phasique, là il est en tonique, là il est en phasique, ce que fait actuellement la littérature. Donc on a développé un outil automatisé, un algorithme de détection automatisé. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement on a essayé vraiment de mettre en place un système le plus robuste possible avec des critères d'amplitude, de durée, de pente, etc. Et vous avez ici un exemple. En rouge, c'est les périodes, donc en bleu, c'est l'EOG, sur 3 exemples de 30 secondes, et en rouge, c'est les périodes phasiques qui ont été détectées automatiquement par le système. Donc on est plutôt satisfait du travail que se fait ce détecteur. Et une fois qu'on a fait ça, on peut analyser cette microstructure. Premier résultat au niveau macro, donc vraiment les paramètres classiques de durée de sommeil, REM et de proportion. Ce que l'on voit, c'est une corrélation négative. Avec l'âge, on fait moins de sommeil REM et ce sommeil REM représente une proportion plus faible du temps de sommeil. Ça, c'est une réplication d'une étude de Schwartz de 2017. Eux, c'était 200 personnes. Par contre, c'est rassurant, c'est-à-dire que probablement qu'on a fait un bon travail, en tout cas que les données sont fiables, parce qu'on reproduit la littérature. Ce qui est nouveau, c'est ici. C'est logiquement, donc on a une diminution du sommeil REM, donc on a aussi une diminution de ses sous-états. Avec l'âge, on fait moins de périodes phasiques et moins de périodes toniques. En revanche, si on exprime la période phasique en fonction de la durée du sommeil REM, là, on voit qu'il y a quand même une corrélation significative. En d'autres termes, avec l'âge, on fait moins de sommeil REM, donc moins de phasique et de tonique, mais l'effet est plus marqué sur les périodes phasiques que sur les périodes toniques. Donc le sommeil phasique est d'autant plus perturbé, en tout cas modifié avec l'âge.
Dernier élément sur ces aspects micro, le nombre de mouvements oculaires, on les a aussi. Donc là, vous voyez qu'en moyenne, on est entre, grosso modo, 400 et 800 mouvements oculaires pendant les périodes de sommeil REM. Et là, pareil, diminution, sans surprise, du nombre de mouvements oculaires. Puisqu'ils font moins de sommeil, c'est logique. Moins de sommeil REM, c'est logique. En revanche, ça c'est intéressant, il y a quand même une certaine stabilité du nombre quand on exprime les REM, la REM density, c'est le nombre de mouvements oculaires par minute de sommeil REM. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un indicateur qui est de plus en plus considéré dans certaines pathologies neurologiques. Puisqu'on a une belle cohorte, on peut aussi comparer les hommes et les femmes. On a assez de données pour le faire. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Simplement, les femmes font plus de sommeil REM, en durée, légèrement en proportion également. Donc, elles font plus de tonique et de phasique, c'est logique. Par contre, je ne sais pas si c'est bien. Par contre, la proportion de phasique sur la durée de sommeil REM reste comparable. Donc, en d'autres termes, l'effet de durée de phasique et tonique est vraiment expliqué par simplement le fait qu'elles font plus de sommeil REM. Autre élément qui est intriguant, alors plus dur à interpréter, mais on essaiera. Pas de différence en termes de nombre de mouvements oculaires, mais du coup, vu que les femmes font plus de sommeil REM, elles ont une densité, le nombre de mouvements oculaires par minute de sommeil REM, qui est un peu plus faible. Pareil à voir et à confirmer, parce que l'effet, même s'il est là, il est extrêmement mineur. Dernier élément, on s'est dit, mais en fait, on a les données de EEG, donc on va aller les voir. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également fait des analyses spectrales, cette fois-ci sur l'EEG. On s'est concentré sur une électrode qui était commune à nos 600 participants, C3, et on a regardé le ratio phasique-tonique dans les différentes bandes de fréquences. Donc là, le phasique est en rouge, le tonique est en bleu. Et ce que l'on voit, c'est que dans la bande de fréquence delta, en phasique, la puissance delta est plus élevée qu'en tonique. Également légèrement en θ, et en revanche, après, les choses s'inversent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reproduit la littérature, mais là, c'était sur 30 participants. Et alors, en fait, c'est un peu pénible parce que là, le phasique est en premier, alors là, que le phasique est en deuxième. Donc, il faut que ce soit à chaque fois inversé. En tout cas, voilà, on reproduit la littérature. Et la question suivante, ça va être, qu'en est-il de ces ratios en fonction de l'âge, qui pourrait aussi nous apprendre un peu plus au niveau vraiment corrélats neuronaux de ces périodes phasiques et toniques, dans quelle mesure elles évoluent avec l'âge. Dernière diapo. Donc là, on n'a pas les données encore sur l'évolution en fonction de l'âge. On est en cours d'analyse. Dernier élément. Donc, ce sommeil, cette microstructure du sommeil REM, on le voit dans le vieillissement sain. L'étape suivante, c'est qu'en est-il dans le vieillissement pathologique? Donc ça, est-ce que cette microstructure du sommeil REM, comment elle évolue dans certaines pathologies? Alors, c'est d'autant plus pertinent que de nombreuses maladies neurodégénératives présentent en comorbidité une perturbation du sommeil REM. Et on peut même aller plus loin, puisque par exemple, certaines pathologies du sommeil REM sont des très bons prédicteurs de maladies neurodégénératives 10 ans plus tard. Donc il y a vraiment un lien très fort avec cette idée que potentiellement le sommeil REM est un marqueur très précoce de dégradation neurodégénérative. Et donc bien sûr, nous on veut aller voir en utilisant ces marqueurs microstructuraux qui sont d'ailleurs potentiellement très révélateurs de ce qui se passe au niveau du tronc cérébral. C'est pour ça qu'on veut y aller. Et dans un premier temps, mais également dans le contexte lésionnel, en ayant une cartographie plus claire des bases cérébrales de cette microstructure du sommeil REM. En phasique et tonique, quelles sont les structures génératrices, quels sont les réseaux fondamentaux qui sont à l'origine de ces sous-états. Et donc pour ce faire, on vient de débuter une collaboration avec Sébastien Bailleul dans la deuxième phase d'étude de la thèse de Célia, qui va en fait chez des patients des lésions vasculaires ischémiques qui peuvent être soit pontiques, soit thalamiques, donc sous-corticales ou justement corticales. Et on va essayer de voir en fonction des localisations anatomiques, lésionnelles, les répercussions sur la microstructure du sommeil REM. Ben voilà, merci.
Super. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est vrai que ça fait drôle d'entendre parler du sommeil paradoxal dans ces notions-là, du coup. C'est très nouveau par rapport à mes années 90, c'est sûr. D'ailleurs, je suis étonné qu'il y ait des ondes delta, theta, tout ça pendant le sommeil paradoxal. En général, c'était plutôt... Alors, oui, mais ça, c'est alpha une prédominance theta. Ah, voilà. Mais ça ne veut pas dire que les autres bandes de fréquences ne sont pas présentes, en fait. D'accord. C'est toujours un ratio. Oui, parce qu'en général, ça permettait justement de distinguer les stades de vigilance, les ondes en question. Est-ce que vous avez une question ou deux? On a encore bien 10 minutes avant Rebecca, là. Merci, quel beau bébé. Hein. C'est pas Louis. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. J'avais une question. La première, deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des études dans lesquelles il y a un lien, où il y a des études plutôt longitudinales, je sais pas, qui montrent ou qui mettent en évidence l'effet de la quantité et la qualité de sommeil dans l'enfance par la suite? Est-ce qu'il y a, avec cette continuum un peu, est-ce qu'il y a à l'âge adulte, est-ce qu'il y a voilà, ou à l'adolescence, je sais pas. Alors, ce qui pour moi est le plus proche de ce que tu dis, c'est vraiment cette étude de tout. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'elle est assez remarquable quand même. Alors c'est très précoce, hein, je suis d'accord, mais c'est cette étude qui a quand même vraiment suivi à 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4, 5 et 6 ans le sommeil de ces enfants, et qui ensuite à 6 ans les ont testés, et ont pu comme ça voir un peu en fonction des patterns sur les 6 dernières années, sur les 6 premières années de vie, l'impact sur l'acquisition du vocabulaire. Après, sur des études plus longues, j'en ai pas en tête, je pense que ça commence un peu à se faire. Parce qu'en fait, la grande limite, c'est qu'on a aujourd'hui les outils. Ne serait-ce que les montres connectées, on a aujourd'hui la technologie pour collecter ce genre de données. Même les gens le font d'eux-mêmes. Donc, c'est probablement des choses qui vont émerger très rapidement. Okay. Est-ce que ta question, c'était de savoir si quand on dort pas bien petit, on dort pas bien réduit? Non, c'était vraiment l'impact au niveau du temps, est-ce qu'on a un capital sommeil, et ce capital sommeil, ça se détériore, ça induit une détérioration cognitive, c'était plutôt ça, ouais. Et après, j'ai oublié ma question. Ouais, tiens, Mathilde. Attends, sauf moi. Merci pour ta présentation, c'est super cool ce que tu fais. J'avais une question concernant une question assez, plutôt psychoéducation. Est-ce que tu comptes faire des études interventionnelles justement sur l'éducation au sommeil pour montrer, parce que tes études elles sont hyper chouettes et c'est hyper bien de tout arriver à documenter, mais la frustration c'est que ça reste un poil corrélationnel et du coup pour démontrer la causalité. Bien sûr. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Il y a Stéphanie Mazza, par exemple, à Lyon, qui a développé un programme, Morphée, je crois, le programme. Mais mets ton pige. Ah, merci, j'ai oublié. Et qui est formidable, d'ailleurs. Et elle commence, d'ailleurs, à le tester, il me semble, avec des premiers résultats qui montrent un effet bénéfique. Donc, il y a déjà des choses. Après, moi, très honnêtement, personnellement, c'est plus l'aspect mécanistique là, qui m'intéresse aujourd'hui. C'était un peu opportuniste. Du coup, follow-up sur l'aspect mécanistique. Il y a aussi Stéphanie Bula que tu connais probablement bien, et je pense qu'elle a très envie de faire des choses en lien avec les troubles neurodéveloppementaux, justement sur le lien avec les difficultés de sommeil, parce que voilà, on sait que c'est très très lié. Donc voilà, je pense que ça serait... Si tu as envie de développer ces trucs-là, je pense qu'elle pourrait être aussi une bonne porte d'entrée. Ils ont des très belles données, des très belles bases de données. Enfin voilà. Ouais. Mais après, Sébastien essaye de faire une réunion depuis un mois. Oui, c'est ça. Le problème de Stéphanie, c'est qu'on a du mal à la voir. Mais sinon, elle est associée au LPNC. Donc, voilà. Ouais, mais c'est vrai, on essaye. Tu as trouvé ta question C'était un peu ça. C'était est-ce qu'il y avait étant donné qu'on sait le bénéfice du sommeil, est-ce qu'il y a, pourquoi dans la vie courante on ne l'utilise pas? C'est-à-dire que dans l'école, on enlève les siestes. Est-ce qu'il y avait vraiment... Voilà, mais c'est un peu... Le programme, il est formidable. Voilà. Stéphanie Mazza travaille depuis 10 ans dessus. Oui, mais par contre, ça, c'est ce que je fais le plus souvent, quoi, des interventions dans les écoles pour parler du sommeil. Ouais. Et ce ne sera pas en recherche, quoi. Ouais, merci pour cette excellente présentation et ces travaux très impressionnants.
J'ai une question sur la variabilité individuelle. Donc là, on parle de moyenne et de besoins en moyenne de sommeil au cours de l'âge et de recommandations en moyenne. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de variabilité. Il y a des personnes qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Il y a des personnes qui dorment très peu et qui ont des performances académiques assez remarquables. Comment on explique ça? Quelles sont tes hypothèses sur ça? Et comment décomplexifier les parents d'enfants qui dorment peu? Parce qu'en fait, faut aussi, il y a aussi ces cas-là, quoi. Tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, il existe des vrais petits dormeurs. Oui. Et probablement qu'il y a un lien. Ce serait intéressant d'aller voir, vraiment, je pense, au niveau neuronal, les réseaux générateurs du sommeil, avec la régulation circadienne du noyau suprachiasmatique. Il y a probablement toute une mécanistique qui est un peu différente chez ces gens-là. Les petits dormeurs, il y en a, ils sont vraiment documentés, ils représentent une proportion très faible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quoi qu'il arrive, beaucoup de gens qui pensent être des petits dormeurs, mais qui ne le sont pas forcément tant que ça, avec des vraies répercussions sur le long terme, au niveau chronique. Et parfois, l'ardoise, elle est payée tardivement. On peut tenir 15, 20, 30 ans en privation de sommeil, et puis avoir peut-être... Il y a vraiment les études épidémiologiques montrent vraiment des conséquences au niveau de la santé physique, hein, risque cardiovasculaire, etc. La deuxième chose, par contre, je pense qu'il y a un autre facteur qui explique que même en dormant peu, et il y a notamment, on prend souvent en exemple les étudiants en médecine, mais je pense qu'il y a un aspect motivationnel qui peut tout couvrir et qui peut, heureusement d'ailleurs, on est des systèmes qui sommes capables de, même si on a besoin de sommeil, on est capable de vivre sans pendant une période donnée si ça nous semble plus adapté de devoir se concentrer. Je pense qu'au contraire, c'est même une belle preuve d'adaptation du système. Mais généralement, c'est des gens qui dorment très bien l'été suivant, il me semble. Il y avait une étude qui s'était intéressée à ça. Oui, alors moi, ce que je peux rajouter, alors c'est vrai que c'est très important de faire la différence entre petits dormeurs et gros dormeurs. Et quand on travaille chez l'enfant et l'adolescent, il y a quand même souvent des petits dormeurs qui ne le sont pas, parce que la pression sociale est plus importante que la pression physiologique, d'accord ? Mais par contre, pour répondre à ta question, c'est que quand on est petit dormeur, dans un cycle de sommeil, entre sommeil lent très léger, stade 1, au sommeil paradoxal de fin de cycle, les petits dormeurs ne font pas de sommeil lent léger. Tu vois, c'est tout de suite sommeil lent profond. Enfin, le cycle est beaucoup plus court. Donc, ça permet effectivement d'avoir une nuit de sommeil plus courte aussi, avec les fonctions, enfin, les stades de sommeil les plus importants pour les performances académiques aussi, quoi. Voilà. Et juste pour la culpabilité des parents, parce que c'est une question qui revient, c'est juste, il existe justement des outils, et peut-être juste se dire, est-ce que tout est bien mis en place pour que l'enfant dorme ? Après, l'enfant a le droit d'être un petit dormeur. Par contre, s'il commence à être épuisé la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas optimal. C'est ça. Alors moi, par contre, ce que je veux rajouter toujours, c'est que les montres connectées ne vous donnent pas la qualité du sommeil. Il faut arrêter. Il n'y a rien qui remplacera les électrodes. Voilà. Parce qu'on peut très bien ne pas bouger, c'est une actimètre, donc on peut très bien ne pas bouger dans son lit, mais avoir la pensée, là, le cerveau qui cogite à fond, et donc vous ne dormez pas du tout. Mais la montre connectée va vous dire qu'il y a un sommeil profond, quoi. Oui. Et après, Christian, je crois. Oui. Ah. Vous avez montré qu'il y a une diminution, non, une augmentation du sommeil, non, diminution du sommeil, c'est bien ça, du sommeil. Et je me demandais pourquoi, en fait, en 10 ans, on dort moins. Est-ce qu'il y a un effet des écrans? Moi, je me pose la question chez les ados, en tout cas, est-ce que du coup, il y a un effet des écrans? Et on sait, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, que les écrans influencent sur le sommeil. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Ah oui, là j'ai plein de littérature si tu veux. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont même plus à même que moi pour répondre à ça. Je pense qu'il y a c'est multifactoriel, une dimension sociétale, l'explosion des écrans et des stimulations en fin de journée, et des écrans dont la lumière peut, certaines ondes lumineuses, la lumière bleue de mémoire, a un effet direct sur le noyau suprachiasmatique. On le sait. Par une voie vraiment sous-corticale, il y a des neurones, des cellules photoréceptrices qui vont directement dans le noyau suprachiasmatique. Et donc ça, c'est juste et voilà. Et si vous lui recalez, lui, il ne connaît pas l'écran. Par contre, il a des millions d'années d'évolution qui disent lumière du jour. On décale tout. Ah oui, et ça, c'est documenté vraiment au niveau neuro. Allez, dernière question.
Oui, merci pour cette présentation qui est vraiment un panorama bien synthétique. J'ai vu le nom de Kleitman, et Kleitman avait, je suppose que c'est le même, avait une hypothèse, ça s'appelait les BRAC en français, Basic Rhythm Activity Cycle. Je ne sais pas si c'est toujours connu. Donc il pensait que le cycle de variation entre les différents stades de sommeil avait une origine commune qui commandait aussi, pendant les heures d'éveil, des phases d'activité plus intenses ou des phases de relâchement de l'activité. Et il promouvait donc l'existence de tels cycles avec toutes les applications possibles, par exemple en milieu scolaire, pour que on tienne compte du fait que l'attention peut être soutenue trop longtemps, etc. Alors j'avais enseigné ça un moment, et puis en voulant mettre la littérature à jour, mais c'était il y a bien longtemps, j'ai pas trouvé de confirmation, j'ai pas trouvé de poursuite sur cette piste, donc d'un cycle de différentes phases qui se poursuivraient pendant l'éveil. Où est-ce que ça en est? Est-ce que les nouvelles technologies ont retrouvé ça, ou bien ça a été abandonné? Non, c'est étudié, mais en fait, là, on s'éloigne de l'étude du sommeil pour aller dans celle de l'étude des cycles circadiens, qui est vraiment encore une autre littérature, un autre domaine, et avec d'ailleurs encore des Lyonnais qui sont en avant-poste sur ces questions-là. Et si, de plus en plus, il y a des études très jolies qui ont montré, mais qui sont connues, qui montrent que, par exemple, les aspects attentionnels, d'apprentissage, etc., peuvent varier au cours de la journée, avec des pics de performance, généralement en fin de matinée et en fin d'après-midi, je crois. Donc c'est un peu documenté et ça continue à l'être, mais c'est tellement multifactoriel. Parce que par exemple, l'une des grandes questions, c'était est-ce qu'on maintient la différence entre ceux qui étaient sur l'école à 4 jours et ceux sur l'école à 5 jours. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur ceux qui étaient à 4 jours, boum, on cassait tout le mercredi le rythme. Et du coup, ça cassait le sommeil et ça cassait un peu la régularité, ça avait un impact justement sur les jours suivants. Donc mais je pense qu'il y a j'ai pas en tête, mais oui, c'est quelque chose qui est encore bien pris en compte. Ouais. Oui, c'est le cycle circadien de la vigilance, des stades de vigilance. Eh bien non, on va arrêter là, du coup, super. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci.